Est-ce que quelqu'un de l'organisation peut m'éclairer sur les micros pour la salle, s'il vous plaît? Bien, mesdames, messieurs, je pense que nous allons commencer ce débat. Laisse tout le monde s'installer. Monsieur Garot est attendu. Voilà, maintenant que tout le monde est installé. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi d'être ensemble dans ce Parlement des entrepreneurs d'avenir pour parler d'un sujet très présent. En fait, être responsable est-il rentable? Alors, je trouve que c'est un sujet formidable parce que c'est à la fois un serpent de mer, c'est en même temps une question très, très obsessionnelle et tout à fait majeure. Et ce n'est pas un sujet si simple, en fait. Et je pense que vous aurez beaucoup, je l'espère, beaucoup soit de témoignages, de remarques issues de votre expérience d'entrepreneur les uns les autres, ou de questions pour nourrir cette réflexion, dont l'objet, selon la bonne formule de ce Parlement, est de faire en sorte qu'à l'issue de nos discussions, on puisse sortir quelques idées fortes, quelques recommandations. Donc mon souci sera, avec mes intervenants tout à fait extrêmement compétents et qui ont une très riche expérience, de sortir un petit peu du général, de bien poser notre sujet, et puis au vu de ces expériences et de ces réflexions de fond, que vous partagerez encore une fois, d'essayer de faire avancer cette réflexion. Je ne veux pas préjuger de la réponse que nous allons donner, mais à la fin, j'espère que nous saurons mettre derrière cette question, être responsable est-il rentable, quelques éléments plus précis qui marqueront un peu cette réflexion tout à fait essentielle aujourd'hui pour emmener les entreprises dans cette voie de la RSE en général et d'une manière économique. Alors je me présente, donc Patrick Dumière, donc on m'a demandé au titre à la fois de mon expérience professionnelle dans ce domaine de la RSE et en même temps j'anime un programme de formation à l'école centrale dans ce domaine, donc je n'essaierai de pas trop pontifier, mais je le fais aussi avec
un grand intérêt au travers de la réflexion économique qu'il y a derrière cet atelier. Pour ça, nous avons réuni autour de la table ici sur l'estrade. Vous avez, je vais les présenter rapidement et puis ils pourront rajouter quelques éléments d'expérience de bio. Ce sera tout à fait bienvenu. Donc à ma droite, il y a beaucoup d'Olivier, vous verrez. Beaucoup d'Olivier. Olivier Millet, donc, qui préside Raseo PME et qui a une longue expérience de l'intervention dans la finance et dans le private equity tout particulièrement des éléments de responsabilité. Et à ce titre, il anime de façon, je dirais, tout à fait magistrale une organisation professionnelle, la FIC, Association française du capital risque, sur ce terrain-là. Ensuite, Olivier Guilbault, qui est dans une entreprise, qui est un vrai chef d'entreprise de terrain, dans une entreprise qui est, il la présentera, il dira quelques éléments, une entreprise familiale qui est spécialisée sciences et nature, qui est spécialisée dans des produits, donc on va dire cosmétiques en général, voilà, et qui a fait de la RSE un élément important, constitutif de son offre et de son fonctionnement. Et donc, on verra quelles leçons il en tire du point de vue de l'efficacité de son entreprise. Monsieur, à ma gauche, donc Olivier Guilbault, pardon, Olivier Perra, excusez-moi, je me trompe dans les Oliviers, voilà, donc qui est le directeur général de l'AFNOR, bien connu, et qui, lui, en dehors du fait qu'il nous aide à faire rentrer en France toutes les normes internationales et aussi à faire en sorte que les normes françaises deviennent internationales. Il y en a dans le domaine, par exemple, des achats responsables en ce moment. Donc, il y a des tas de démarches qui existent dans ce sens. Quelles leçons on peut tirer et comment on peut faire en sorte que la norme, et notamment dans les domaines liés à la responsabilité, contribue, c'est quand même notre sujet, hein, à la compétitivité des entreprises, contribue à leur performance. Voilà, puisqu'on vous reproche de faire des choses complexes, mais on peut faites aussi des choses utiles de ce point de vue-là. Et puis, on a donc Monsieur Thomas Saunier qui est ici, titre de Generali, qui a une expérience, je lui donnerai la parole en premier pour ça, une expérience qui est un vrai point de départ de notre réflexion, qui a maintenant quelques années et qui a intégré la RSE dans l'offre d'assurance et qui peut en tirer des leçons. Et on a là un modèle économique qui est vraiment à regarder de très près parce qu'il ouvre sur cette réflexion de façon tout à fait concrète depuis plus de 5-7 ans à peu près. Depuis 7 ans. Voilà, que vous avez lancé cette expérience que vous allez nous expliquer. Alors, je vous propose, mesdames, messieurs, que après 2 phrases d'introduction théorique sur le sujet, on découpe le débat de trois façons. Pour que ce soit un peu animé et que vous puissiez, à l'issue de chaque phase, aussi poser des questions, intervenir. Le premier point, c'est, je voudrais un peu le justifier, c'est de dire que sur cette question, être responsable et se rentable, on ne part pas de rien, on n'est pas dans un débat général. On a à notre disposition quand même aujourd'hui, pratiquement, 5 ans, mais presque 10 ans d'études économiques qui ont énormément travaillé sur ces questions-là dans le monde entier et en France et qui nous permettent déjà de partir d'une analyse sur les effets induits sur la rentabilité de l'entreprise, sur sa performance économique, de l'engagement RSE. Et donc, j'aimerais dans un premier temps qu'on voit si on partage un peu le consensus de ces études. Le deuxième point, c'est à partir de là, pourquoi, si on a une démonstration aujourd'hui qui est ce qu'elle est, sans anticiper trop, c'est de dire qu'elle est quand même la démonstration relativement positive, on ne va pas plus vite. Et pourquoi ce n'est pas finalement dans le champ de la RSE quelque chose qui est mieux intégré, alors qu'on peut dire que la RSE aujourd'hui plane un peu sur des considérations parfois d'empathie, de démarche générale, et qu'elle subit encore une incompréhension dans son rapport à l'économie pure. Et puis le troisième élément, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Comment on peut améliorer l'équation RSE performance? Et pour rentrer un peu plus dans le modèle économique des entreprises, sur quel levier peut-on jouer? Vous avez chacun à la fois des expériences, mais aussi des réflexions théoriques qui nous permettraient de dire, entrepreneur d'avenir peut ouvrir la voie en sortant encore une fois de cette appréciation générale et qui est trop aujourd'hui un peu gazeuse pour montrer qu'on a vraiment des axes d'appréciation d'un modèle RSE qui est un modèle un peu plus performant que celui qui ne l'est pas.
Alors pourquoi je disais au début, et pour lancer la discussion, qu'on peut déjà se poser des questions les uns les autres ici et nous tous sur le fait qu'on ne part pas de rien. Les études économiques qui ont été menées, ce sont souvent ce qu'on appelle des méta-études, donc elles rassemblent des tas de recherches qui sont faites. Il y en a à peu près 250 qui ont été répertoriées dans le monde. Elles montrent toutes aujourd'hui, et la France en a fait plusieurs. Il y en a une qui va sortir encore très bientôt, fait avec la Caisse des dépôts et l'École des mines ParisTech, sur la corrélation qu'on a pu établir entre la performance financière, alors évaluée selon plusieurs éléments, qui peut être la performance actionnariale, qui peut être la performance comptable, et l'engagement RSE des entreprises. Et on voit ce que les économistes, ou ayant fait plutôt de l'économétrie en la matière, disent une corrélation positive limitée. Bon. Mais c'est intéressant parce que la RSE n'est pas si ancienne, donc on a un matériel d'analyse qui est aussi limité. On a un engagement qui est aussi récent, donc on a une base de départ en économétrie qui n'est pas énorme. Et pour autant, on peut lire aujourd'hui, avec des variantes, et vous les aborderez, je pense que Yves Perrin l'abordera, qui vont des questions des investissements dans la sécurité par rapport à la gouvernance. Enfin, on voit qu'il y a des champs de la RSE, on en parlera à la fin s'il vous plaît, qui sont plus porteurs de performance que d'autres. Et en tout état de cause, pratiquement la totalité, je dis pratiquement, montre qu'il n'y a pas en tout cas de corrélation négative, ce qui est intéressant après tout à noter, et que presque dans tous les cas, les entreprises qui ont investi dans ce domaine ont plutôt, mais pas de façon encore extrêmement sensible, mais plutôt des performances économiques positives. Il y a une étude même d'Harvard qui l'a poussé beaucoup plus loin au travers de la performance en bourse et qui montre que toutes celles qui ont investi beaucoup en RSE surperforment dans la durée très très fortement. Là-dessus, je crois que l'AFIC aussi a des études. Olivier Millet pourra nous éclairer sur ces sujets. Voilà, donc moi je voudrais vous poser la première question. C'est est-ce que vous êtes d'accord, au vu encore une fois de vos expériences en partant de ceci, est-ce que vous êtes d'accord sur ce consensus en gros de la rentabilité limitée, relative, rentabilité spécifique dans certains domaines, de la RSE pour l'entreprise qui s'y adonne. Est-ce qu'on peut poser cette hypothèse aujourd'hui et regarder ensuite comment on peut aller au-delà? Alors je m'appuierai aussi sur une expérience, je donnerai la parole aussi en premier tout à l'heure à monsieur Olivier Riom, qui a dans sa région, donc dans le Pays de Loire, aussi à travers son entreprise et une étude avec la Banque de France, conduit une analyse économique sur ces questions-là, et il nous fera part de son témoignage. Alors on peut commencer peut-être, monsieur Saunier, si vous voulez bien, partant de l'expérience Generali, qui a le mérite de l'antériorité, 7 ans d'expérience sur un nombre d'entreprises assez significatif, dans un domaine, celui de l'assurance, certes, donc, où il y a là des vraies corrélation que vous allez nous expliquer entre prévention, investissement RSE et puis sinistre, et où là, vous avez un modèle, en quelque sorte, qui est parlant en la matière. Est-ce que ça corrobore cette notion de positivité RSE performance? Alors, un modèle, c'est beaucoup dire. En fait, on est fournisseur d'entreprises en tant qu'assureur, et notamment des entreprises qui placent la RSE comme quelque chose d'important au sein de leur politique. Et le constat qu'on fait, on a eu plutôt une intuition à partir de 2006, c'est que ces entreprises qui plaçaient la RSE comme élément important, stratégique au sein de l'entreprise, étaient vraisemblablement des meilleurs risques. Et donc, vraisemblablement, on devait intégrer dans l'analyse des risques, parce qu'un assureur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui analyse les risques. On devait intégrer le fait que la RSE était prise en compte dans une politique d'analyse des risques de façon plus générale. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces entreprises, alors déjà commercialement et techniquement, c'est plus long, effectivement, d'aller prospecter et d'introduire la notion de RSE dans l'analyse des risques que l'on fait. Donc ça demande une démarche plus longue de la part de Generali et bien sûr plus longue de la part du prospect. Deuxième constat, beaucoup de prospects investissent effectivement dans cette démarche. Deuxième constat qu'on peut faire, c'est que la relation entre Generali et ses clients, qui placent la RSE au sein de leur stratégie, est beaucoup plus longue, parce qu'il y a un vrai échange de conseils, de services, de rapproche de l'analyse du risque. Et le troisième élément qu'on peut constater, qui est vraiment un élément pour moi fondamental,
c'est que les entreprises qui placent la RSE au sein de leur stratégie ont un tiers de sinistres en moins par rapport à la moyenne des entreprises. Un tiers de sinistres en moins. Et ça, on peut vous donner ça sur 7 ans d'expérience avec un portefeuille qui n'était pas significatif au début, mais qui commence à être significatif. Donc pour nous, c'est l'élément le plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise appréhende de façon plus générale bien mieux ces risques lorsque elle place la RSE au sein de sa stratégie, contrairement à d'autres entreprises qui ne considèrent pas ça comme important. Donc en ça, on peut dire que au travers de l'analyse des risques, l'approche RSE est créatrice de valeur. Mais on est dans le gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous réduisez votre sinistralité, et est-ce que l'entreprise souscriptrice, votre client, il gagne aussi? Alors, qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne bien sûr sur le poste assurance. Elle gagne sur le poste assurance parce qu'on propose des services. Comme je disais tout à l'heure, il y a une relation de long terme qui se noue entre l'assureur et le client, et je crois qu'on en a un qui est ici. Deuxième sujet, c'est le conseil. Quelle que soit l'entreprise qu'on analyse en termes de risque, l'entreprise n'est pas parfaite. Et donc, on peut déterminer effectivement une situation A de maîtrise des risques, une situation B à laquelle on souhaite y aller. On donne des conseils pour savoir comment on peut y aller. Et c'est comme ça que finalement on progresse, et nous et surtout le client, dans l'appréhension des risques. 3, on peut du coup proposer des garanties sur plus d'un an, sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans. Et donc là, on augmente à la fois l'intensité et la durée de la garantie. Et puis, ça nous amène aussi à réduire nos primes d'assurance pour les entreprises dont la notation, parce qu'on a toute une démarche de notation, RSE, etc., dont la notation est supérieure à 15, on propose des assurances moins chères que ce qu'on pourrait faire avec d'autres entreprises plus classiques, je dirais. Donc là, c'est typiquement un poste qui est intéressant, sur lequel on a un gain économique. Donc on reviendra dessus, mais ça corrobore effectivement qu'en tout cas, dans ce domaine-là, la preuve est faite. Est-ce que l'expérience, monsieur Olivier Guilbault, dans Sciences et Nature, est-ce que l'expérience que vous avez faite aujourd'hui, vous pouvez en tirer une conséquence du point de vue de votre rentabilité, et c'est-à-dire comment vous l'appréciez? Alors, le laboratoire, effectivement, est présent sur les cosmétiques, mais également les produits d'entretien. Donc, pour schématiser, c'est tout ce qu'il faut pour prendre soin de la maison, de la cave au grenier et de la personne de la tête aux pieds. Voilà, pour situer. Alors, le retour par rapport à l'expérience du programme Agir pour notre avenir, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous apporte. Alors, effectivement, le poste assurance permet d'être, on va dire, allégé de façon mesurée, mais au-delà de ça, ça permet de démontrer en interne que finalement le développement durable, qui est plus à la mode puisque maintenant on parle de RSE au sens plus large, que finalement ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, y compris financièrement, là où on voit trop souvent des coûts, des taxes, etc. Mais au-delà de l'assurance, alors sur l'ensemble des efforts que vous avez faits, donc vous en faites au niveau de votre personnel de vente, de vos coûts de fonctionnement du siège, là vous avez des engagements, leurs coûts, leur retour sur investissement. Alors, dans une PME de 130 personnes, siège social, et un réseau de vente de 785 conseillères à peu près, le gros défaut qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément une grande manie de tout ce qui est indicateur et tableau de bord. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, on ne va pas jusqu'à mesurer tous les investissements que l'on fait avec le surcoût RSE et le ROI pour savoir si on est bien dans les 15% qui vont bien à la fin. On n'est pas dans ce registre. Par contre, on est convaincu que c'est des éléments qu'il faut faire pour être autonome par rapport à tout ce qui est électricité, tout ce qui est chauffage. On est convaincu que le pétrole, il y en aura toujours, mais du bon marché, certainement moins dans les années à venir. Et donc investir par exemple, dans une chaudière biomasse, il y a un coût, il y a une rentabilité qui est compliquée à mesurer, si ce n'est de comparer deux solutions, solution biomasse, solution gaz ou fioul. Et quand on prend la variable
cours du pétrole et parité euro-dollar, ça fait pas mal de paramètres. Donc finalement, on se dit il faut le faire et on le fait. Donc c'est compliqué de répondre à la question pour dire ça coûte tant la RSE, si ce n'est qu'on est convaincu qu'il faut faire les choses en ce sens. Donc vous avez fait un pari, un acte de foi, mais en jouant plutôt le paramètre des coûts de fonctionnement sur un long terme. On peut dire ça. Oui, le coût de fonctionnement et puis politique générale d'entreprise avec des produits éco-conçus, c'est génétique. Donc il n'y a pas de responsable RSE, chacun est responsable dans son domaine d'activité. Mais le client sait, est-ce que vous avez un retour sur image? Alors, oui, on en parle forcément. Donc les produits sont vendus en réseau à domicile, hein, c'est les fameuses réunions Tupperware. Et donc on est en contact direct avec les clients, on est dans la consommation, enfin dans la vente directe. Et effectivement, on parle de ce qu'on fait et les clients nous interrogent sur ce qui se passe au niveau de l'activité, sur qui on est. Et pour prendre un exemple, c'était il y a quelques années, récupérer l'eau sur les toitures, c'est on ne peut plus banal aujourd'hui. Il y a quelques temps, ça ne l'était pas forcément. Chez le particulier, encore moins. Quand un client vous dit en réunion que ça y est, moi aussi je récupère l'eau à la maison pour arroser le jardin, qui dit ça à sa conseillère, on participe à la diffusion quelque part de bonnes pratiques. Ça participe de votre bonne réputation. Ok, on reviendra sur la partie du modèle, sur la mesure, parce que ça nous intéresse comment on peut aller plus loin, hein, mais on comprend bien que sur une entreprise moyenne, c'est pas si simple aussi de mettre des chiffres derrière ces investissements-là. Alors, on va quand même mettre deux chiffres peut-être. Ouais, c'est sur la partie, on a construit en 2010 un nouveau laboratoire qui fait 5000 m², qui a coûté 7 millions d'euros. Donc ça, c'est des coûts. Le surcoût par rapport à tout ce qui a été mis en œuvre, au niveau terrassement, au niveau ossature, au niveau isolation par l'extérieur, etc. L'architecte l'a chiffré globalement, c'est peut-être 10-15%. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que l'amortissement carbone du bâtiment, il est de 17 ans par rapport à des coûts de fonctionnement qui sont plus décarbonés que d'autres par rapport à du conventionnel. Donc quelque part, c'est la balance entre ces deux éléments. Et le surcoût, peut-être que dans 15 ans, on sera content d'avoir des solutions c'est une approche pérennes. de coût global, pragmatique. C'est du méthode BSP, bon sens paysan. Voilà. Très bien. Il en faut dans l'entreprise. Alors, on va peut-être rentrer des gens qui sont moins paysans que d'autres, hein, Olivier Millet, plus éclairés plus sophistiqués aussi, hein, dans leur démarche d'investissement. J'ai des ancêtres paysans. Donc, comment l'investisseur du private equity que vous êtes aujourd'hui se positionne par rapport à cette question un peu de départ, que tout le monde ne partage pas forcément, je ne sais pas, c'est oui, ça rapporte, ou ça rapporte un peu, pas du tout. Votre analyse? Dans la question que tu poses, être responsable est-il rentable, il manque un paramètre, c'est le temps. C'est-à-dire que la rentabilité à court terme ou la rentabilité à long terme n'est pas du tout la même. Et donc si je joue des rentabilités très court terme, un certain nombre de sujets qu'on va évoquer aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, si on s'inscrit dans la durée, et s'inscrire dans la durée, c'est assurer la pérennité d'une activité, quelle qu'elle soit, l'activité d'une entreprise, l'activité d'une société d'investissement comme la nôtre. Un certain nombre d'investissements d'adaptation à ce monde qui est en train de bouger sont absolument indispensables. Donc là aussi, on a à partir de 2006-2007, hein, j'ai fait une start-up de private equity, donc une entreprise d'investissement, avec un paramètre spécifique, le soutien d'actionnaires historiques qui étaient la Massif et le groupe Ophi Asset Management, pour investir dans la durée, dans l'accompagnement, la transformation des entreprises. Et donc, à partir du moment où vous ouvrez le temps et où le retour sur investissement n'est pas à 6 mois ou à 3 mois, deux choses se produisent. C'est que, un, vous vous interrogez sur les signaux faibles de transformation à moyen et long terme. C'est-à-dire que l'EBITDA du trimestre est très important, l'arrêté comptable de l'année dernière est très important, mais à quoi va ressembler le monde dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans? Et quand vous allez investir dans une entreprise,
il va falloir aller capter des signaux avancés. Et en ça, la RSE, le développement durable, sont ces signaux avancés qui permettent de faire le tri entre une entreprise qui pense son avenir et une entreprise qui vous raconte uniquement son histoire. Olivier, si je ne me trompe pas, vous êtes dans des entreprises, on va les citer, c'est très bien. Léon de Bruxelles, Coiffure. De Sange, ouais. Voilà, de Sange. Là, je sais que vous avez fait des investissements dans ce domaine, vous avez poussé la RSE. Donc vous avez une approche économique quand même. Vous avez regardé un peu ce que ça coûtait et vous êtes capable aujourd'hui de regarder un peu ce que ça rapporte. C'est quoi le bilan ? Alors, il y a une réponse ultime qui est notre propre rentabilité, donc la rentabilité de notre activité d'investisseur depuis 2006 où on a démarré, où on a un TRI annuel supérieur à 15%. Donc on peut dire que bien qu'on ait engagé des démarches RSE, la rentabilité est, de notre point de vue, acceptable. Ce d'autant que cette rentabilité, elle a permis de construire quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui va nous permettre de continuer notre activité et de continuer à déployer des capitaux dans les entreprises. Maintenant, on n'est pas allé vers les entreprises en leur disant vous faites mal, mais on est allé vers elles en leur disant vous faites déjà un certain nombre de choses très bien. On est allé vers elles en disant on a le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire que de débarquer. Les dirigeants de Léon de Bruxelles sont là, et si on avait débarqué chez Léon de Bruxelles en expliquant qu'il leur restait 6 mois pour être compliance à quelque chose, je pense qu'on aurait pris une cocotte de moule en pleine figure. Et on leur a dit, voilà, on a le temps. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux et on a le temps de faire cette transformation. Parce que si l'impact d'une transformation RSE, c'est de diviser l'EBITDA d'une société par 2, je pense qu'on a tous des problèmes. Tout le monde a un problème avec ça. En revanche, dire il y a des sujets prioritaires et on a une durée de X années pour faire une évolution, là, le champ devient tout de suite extrêmement intéressant. Les dirigeants de PME avec lesquels j'ai la chance de travailler sont ouverts à 100%. C'est-à-dire que j'ai 0 échec dans la relation sur les sujets RSE avec les patrons de boîte. Aucun conflit derrière à cause de ça. Non, parce que vous parlez à l'intelligence du dirigeant. C'est-à-dire que et puis vous allez partager avec lui le truc formidable dans lequel on est tous baignés pour les décennies qui viennent, c'est une gestion des paradoxes multifactoriels. C'est-à-dire qu'on a devant nous des injonctions paradoxales à tous les coins de rue. Il va falloir faire du bonheur au travail et de la rentabilité, de la performance et protéger l'environnement, me faire 15% de TRI et investir des montagnes d'argent dans le développement des entreprises. C'est ça qui est devant le chef d'entreprise et l'actionnaire de ce chef d'entreprise. Et la RSE est un moyen de canaliser tous ces sujets en faisant la part de ce qui est être compliance. J'adore être compliance. Je n'ai pas d'autre choix que d'être compliance puisque je travaille dans un groupe coté SBF 120, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le sujet n'est pas d'être compliance, c'est d'être en avance secteur par secteur, entreprise par entreprise, pour faire quoi? Pour que nos entreprises soient capables de s'adapter, nos entreprises soient leaders dans leur secteur, et que donc le capital que j'ai investi soit à minima préservé, voire prenne de la valeur. Donc je suis bien dans mon métier d'actionnaire. Mais dans le monde de l'investissement du private equity, l'évangéliste Olivier Millet est le seul, non, à penser ça? Non. On était un peu en avance de phase. Très bien, il y en a dans tous les secteurs, il faut qu'il y ait des gens qui démarrent. La réalité, elle est beaucoup plus positive qu'on peut l'imaginer. Il y a d'abord un chiffre macro qui est assez intéressant, c'est que les fonds d'investissement représentent aujourd'hui un actionnariat de plus de 5000 entreprises en France, des petites, des moyennes, des grandes, en position minot ou en position majoritaire. Et tout ça représente près de 10% des emplois privés. Et donc cette espèce de méta-actionnaire qui s'est agrégé depuis une vingtaine d'années n'avait pas vu arriver cette forme de responsabilité de peser sur l'avenir de 5000 entreprises, 10% des emplois privés, et avait plutôt historiquement eu juste une fonction économique qui est la fonction je fabrique de la rentabilité pour mes mandants. Il se trouve que les entreprises, le monde bouge. Les entreprises dont on est actionnaire ont de plus en plus de responsabilités et nous, actionnaires de ces entreprises taille moyenne, on ne peut pas rester en dehors du jeu en disant nous on est quelque part mais on n'est pas sur le terrain. Donc
pour travailler sur ces sujets, l'AFIC, donc l'Association française des investisseurs pour la croissance, a créé une commission ESG, environnement, social et gouvernance, et on va publier dans le mois qui vient une charte de responsabilité qui définira à travers 16 engagements nos responsabilités en matière économique, en matière environnementale, en matière sociale et en matière de bonne gouvernance. Et ça a vocation à être public, c'est donc un engagement politique, mais l'engagement politique ne suffit pas. Il va falloir, et c'est un de tes dadas, être capable de restituer quelque chose. De mesurer, de mettre en place un certain nombre de critères permettant de montrer que ce n'est pas du greenwashing. Merci. Alors, donc, les trois témoignages ont montré, M. Perrin, que finalement, l'expérience n'était pas négative. Donc, on corrobore cette hypothèse. La RSE ne fait pas couler les entreprises. Elle leur nuit pas forcément. Elles peuvent même s'en tirer bien, si j'en crois ce qui nous a été dit. Et je pense que les uns et les autres ici iront peut-être dans ce sens. Mais alors, vous qui êtes un spécialiste du rapport entre je dirais la qualité et la compétitivité, parfois un producteur de complexité aussi. Bon, peut-être on y viendra. En quoi la norme peut aider à faire en sorte d'intégrer plus facilement la responsabilité. Quel est le bilan général qu'on peut tirer, Monsieur Perrin, sur les aspects dits de responsabilité sociétale au sens large, de l'apport de votre travail de normalisation, de contribution à la qualité, du point de vue de la compétitivité, du point de vue de la performance générale? Est-ce que ça, vous le cernez un peu? Bonjour. Ça marche, oui. Alors déjà, premier point, les normes dont on parle sont des normes volontaires. C'est à bien distinguer de tout ce qui est normes réglementaires, normes législatives et autres. Là, nous ne parlons que des normes volontaires. Niveau AFNOR, 99% de nos normes sont des normes volontaires. Dans 1% des cas, elles sont entre guillemets nationalisées par les pouvoirs publics qui disent cette norme est tellement bonne qu'il faut qu'absolument tout le monde y passe. Sinon, dans 99% des cas, nous sommes sur des normes volontaires. Premier point. On critique toujours les normalisateurs parce qu'ils font un peu de terminologie, donc il fallait quand même que la RSE est volontaire. Je souscrive absolument. La RSE est totalement volontaire. Premier point. Deuxième point, j'ai un background scientifique et j'aurais tendance à revenir sur les trois témoignages extrêmement intéressants qui m'ont précédé pour dire qu'on pourrait démontrer d'une autre manière que c'est forcément rentable. Je mets au défi quelque organisation que ce soit d'ignorer durablement l'une des questions centrales de la responsabilité sociétale. Ne pas respecter les questions d'éthique, ne pas respecter les questions d'environnement, ne pas respecter les conditions de travail, ça peut peut-être passer un temps, mais ça ne peut pas passer longtemps. Alors après la question, et ça a été très très bien évoqué par la personne de Razéo, un autre Olivier bien sûr, prénom remarquable, mais la question, absolument, on est entouré, c'est très pacifique les Oliviers. Hein. Bien, maintenant, oui, et puis ça vit longtemps, et puis même dans des climats qui sont parfois un peu compliqués. Bien, donc en tout cas, par rapport à toutes ces questions-là, ce qu'il s'agit, c'est de bien définir l'allocation. Parce qu'effectivement, si on est dans le domaine des cimentiers ou dans le domaine d'une industrie de main-d'œuvre, eh bien, par définition, les questions centrales n'ont pas la même intensité. Donc, ce que je dis, c'est qu'aucune entreprise ne peut, ou aucune organisation ne peut ignorer durablement l'un quelconque des piliers, mais en même temps, les efforts doivent être consentis suivant les priorités. Donc, dès que l'on parle d'efforts, on parle de comparabilité. Et il faut faire mieux que les voisins, mais pas forcément mieux qu'un secteur qui est très différent. Il faudra toujours beaucoup d'énergie pour faire du ciment. On n'a pas encore trouvé la pierre philosophale qui permette de s'en dispenser. Et en même temps, quand on a une industrie de main-d'œuvre, quand on est dans le domaine des services, c'est bien par définition, ce sont des personnes. Donc qui dit personne dit un certain nombre de risques associés. Donc là, après, on passe sur les RPS, etc., etc. Donc sur ces questions-là, la notion de comparabilité fait partie des questions que nous nous posons pour donner des bonnes pratiques, parce que la norme suggère des bonnes pratiques, et pour éventuellement proposer des outils de comparaison. Pourquoi ? Parce que des décideurs, par exemple le Conseil général de Gironde, commencent à mettre en place des critères d'éco-socio-conditionnalité pour attribuer les marchés. Ce qui fait qu'à partir du moment où les critères sont connus de chacun des acteurs, eh bien chacun des acteurs peut se positionner par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça a été très bien dit, il faut bien sûr se positionner sur le moyen ou le long terme. Parce qu'à court terme, on peut couper tout investissement en matière de formation permanente. Il ne se passera rien. On peut d'ailleurs couper tout un tas d'autres dépenses qui sont strictement inutiles à très court terme et qui sont meurtrières à moyen ou long terme.
On peut arrêter la maintenance préventive des installations, ça ne pose aucun problème à très court terme. À moyen et long terme, c'est plus compliqué et tout le monde le sait, quand on retarde la maintenance, ça coûte plus cher et on prend plus de risques parce que ça peut se produire entre-temps. Le troisième point, c'est que si on ne fait rien, par définition, une entreprise, une organisation peut se dire j'attends que ça se passe et puis on verra bien. Alors, je voudrais simplement partager avec vous le résultat. Donc déjà, tout le monde connaît le classement de Shanghai. Au départ, quand ça a commencé à perler, les gens se sont dit Shanghai, oui, classement de Shanghai. Sauf que maintenant, c'est devenu un tel benchmark mondial que tous les patrons d'universités, tous les patrons de grandes écoles et autres sont absolument obsédés par ces questions-là. Et donc, on a vu des regroupements d'écoles, on a vu des regroupements d'universités qui sont, d'une certaine manière, je dirais, incités par le classement de Shanghai, qui donne des pondérations. Donc à partir du moment où les critères sont partagés, eh bien, on ne peut que se positionner par rapport à ça. Et je peux vous garantir une chose, moi j'ai eu pas mal d'échanges avec nos amis chinois dans le cadre de l'ISO, j'ai été quelques fois en Chine cette dernière année, eh bien, soit les Chinois sont des acteurs remarquables, tous, et ils sont très nombreux, donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment des cours très très développés, soit ils sont très sincères. Et l'ISO 26000 fait partie des choses que l'on rencontre absolument partout en Chine. La plupart des revues et autres, et comme en plus maintenant le nouveau gouvernement a une priorité en matière de bien-être intérieur et autres, respect de l'environnement et autres, bon, tous ceux qui ont été à Pékin il y a quelques mois se souviennent des difficultés qu'il y avait à se déplacer dans la ville, et donc ce sont des priorités absolues. Et donc, ce que je dis, c'est que si demain nous n'y prenons pas garde, eh bien, il y aura peut-être un classement de Shanghai bis en matière de responsabilité sociétale. Alors, si ce n'est, on va y venir dans le poursuite du débat, mais je voudrais vous donner la parole avant, si ce n'est qu'aujourd'hui les classements, à part quelques indices qui existent, soit dans le domaine financier, soit de certains classements spécifiques, sont partiels, limités. On n'est pas encore rentré dans un benchmark. Ça va venir. Mais du fait d'une construction un peu nouvelle. Donc, je suis étonné que vous disiez que la motivation soit déjà d'apparaître comme le meilleur par rapport à ça. Mais tant mieux, je dirais. Peut-être que vous anticipez là-dessus, sachant qu'aujourd'hui, je retiens des témoignages qu'on le fait parce qu'on est plus dans une logique, M. Saunier, assurantielle, une logique de gestion de risque aujourd'hui. Acte 1 de la performance, c'est je couvre mes risques, si j'interprète ce que vous dites. Acte 2, il faut être plus proactif, il faut peut-être y venir. Alors, dans la proactivité, je voudrais donner la parole à Olivier Riom, qui va nous dire un mot sur son entreprise et sur ce qu'il fait en Pays de Loire, avec la Banque de France, pour venir un peu compléter ça. Et puis, s'il y a des questions, j'aimerais que vous les posiez sur cette question vraiment de est-ce qu'on est bien d'accord sur le lien performance RSE positif? Est-ce qu'il y a des personnes qui affirment ceci? Et après, on rentrera dans la discussion sur comment optimiser, alors, notamment en utilisant le benchmark comme outil d'optimisation. Monsieur Riom. Alors, ouais, allez-y. Ça va marcher. Oui. Ça va bientôt marcher. Allô? Oui, allez-y. 1, 2, voilà. C'est bon. Donc, je dirige l'entreprise Volutique, une entreprise d'aménagement intérieur à Nantes. Donc, vous demandiez les actions RSE et le retour sur investissement qu'on avait pu avoir dans l'entreprise. Alors, j'ai aimé l'intervention de dire ce qui est important, c'est qu'on parle de la RSE au cœur de la stratégie et pas une action périphérique. Planter des arbres pour une action ou organiser du covoiturage, c'est bien en fonction de son métier, mais on n'est pas dans la RSE au cœur de la stratégie. Je crois qu'on est pérenne. L'entreprise est plus pérenne quand elle met la RSE au cœur de sa stratégie. Et ça, c'est un point important pour le débat. On a pas mal expérimenté, nous, sur différents domaines, mais notamment l'aspect social. On a embauché beaucoup de personnes éloignées de l'emploi, des gens du voyage, des personnes du milieu carcéral. On embauche 12 personnes par an en insertion et ensuite on les intègre. 12 sur combien? 12 on était 50 il y a 8 ans quand j'ai racheté, on est 120 maintenant. D'accord, 10%. Et le retour sur investissement, c'est un investissement, c'est vrai que ça coûte un peu au début, je partage ce point de vue. Par contre, mon turnover est passé de 40% à 5%. Et surtout, l'implication de mes chefs de chantier est fantastique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, ils bossaient, ils faisaient ce que je leur demandais de faire, et puis le soir, ils s'investissaient dans des actions humanitaires ou dans des clubs de foot. Là, ils ont trouvé du sens de leur travail parce qu'ils aident une personne à s'insérer. Et il y a certains apprennent le français le soir à leurs compagnons. Enfin, il se passe vraiment quelque chose. Et ça, c'est le vrai retour sur investissement. C'est mesurable. Mais alors, vous leur dites, le but de l'entreprise, c'est d'insérer ou c'est de faire de la croissance? Alors, le but de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent et d'avoir des clients satisfaits, c'est sûr.
Et là où je suis étonné, c'est que le premier input, et je crois que c'est ça la RSE, c'est d'abord le dirigeant qui doit donner l'impulsion en disant bah, voilà le sens qu'on veut donner. Donc c'est sûrement moi qui l'ai donné. Mais maintenant, c'est mes collaborateurs, mes chefs de chantier, mes ouvriers qui pour rien au monde, ne voudraient changer ça. Donc aujourd'hui, je ne peux plus ne pas prendre de personnes éloignées de l'emploi, puisque c'est devenu l'ADN de l'entreprise pour mon plus grand plaisir. C'est un coût, est-ce que c'est lourd pour vous à faire cette insertion, en temps passé de vos chefs, de vos contremaîtres et autres? Est-ce que c'est complexe? C'est lourd et ça coûte cher, mais on a 10 fois le retour sur l'investissement. L'implication, le turnover déjà qui baisse à 5%, c'est une vraie économie. Et puis surtout la motivation de mes chefs qui ne comptent plus leurs heures parce qu'après le boulot, ils ont envie de former le jeune qui du coup est reconnaissant, c'est énorme. Donc c'est... Les partenaires sociaux, ils disent quoi sur ce sujet? Bah, aujourd'hui, ils vont plus vite que moi en la matière. Ils me demandent d'aller encore plus loin sur l'insertion, alors on a plein de volets, sur aider au logement, parce que j'ai quand même des employeurs, des salariés pauvres, j'ai des SDF dans mon entreprise, des gens qui dorment dans la rue. Donc on essaie d'aller plus loin d'un point de vue social. Bon. Voilà donc un exemple de retour sur investissement social interne tout à fait parlant. Question des uns et des autres sur cette première partie de la discussion. Voilà, alors... oui, Gérard, mais d'autres personnes. Alors vas-y. Gérard Schoun, une voix forte. Lève-toi. Et d'autres personnes aussi. Oui, Patrick, tu as évoqué les études et la méta-étude sur le lien entre rentabilité et RSE. Il y a une étude toute récente qui est sortie que je trouve intéressante et qui tendrait à montrer que le lien entre RSE et rentabilité n'est pas linéaire, mais prend la forme d'une courbe en U. Et ça pose quand même un certain nombre de questions. Ça veut dire qu'une entreprise qui n'est pas engagée en matière de RSE peut être tout à fait rentable, que par contre, c'est le résultat de l'étude, c'est sur des entreprises nord-américaines, que par contre les entreprises très engagées ont une rentabilité supérieure, donc surperforment en termes d'EBITDA. Par contre, évidemment, quand on est au creux du U, là, c'est pas terrible. Et toute la question est comment fait-on pour ne pas se retrouver trop longtemps au creux du U? Et je pense que là, vraisemblablement, ça pose... Qu'est-ce que tu appelles le creux du... Précise-le en termes économiques. Oui. Alors, une courbe en U. Oui. Donc, on lie l'EBITDA à une performance RSE telle que mesurée par une agence de notation. C'est KLD en l'occurrence. Donc, on voit bien que quand on est du côté gauche, des entreprises qui ne sont pas engagées et qui ont une rentabilité tout à fait satisfaisante. Et de l'autre côté, à droite, on a une rentabilité encore supérieure. Donc ça, c'est des entreprises très engagées en matière de RSE. Mais il y a toutes celles qui sont, je l'appelle, dans le creux du U. Et il me semble que là, ça pose une question qui est notamment celle du reporting et de la mesure. Alors, on va peut-être y venir. Mais ça veut dire que ces entreprises-là n'ont peut-être pas réussi à convaincre leurs clients et leurs actionnaires qu'elles sont réellement engagées et que cet engagement est tangible et que ce n'est pas du greenwashing. Et du coup, les investissements, parce qu'il s'agit bien d'investissements, qu'elles font ne sont pas reconnus et la rentabilité est en berne. Oui. Alors, on va peut-être creuser ceci, mais y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Madame Sandra Cossard. Chère Sandra. Je cours. Sandra Cossard. Oui, bonjour. En fait, je vous présenter, Sandra? Pardon, excusez-moi. Sandra Cossard de Sherpa, association de juristes et d'avocats qui travaillent sur la RSE. J'étais intéressée par le dernier témoignage parce que je trouvais que justement dans la première partie, ce qui manquait un peu, on entend beaucoup coût de fonctionnement, retour sur image, réduction du poste assurance, et on n'a pas du tout entendu impact, partie prenante, quid de l'extérieur en fait de l'entreprise. Vous êtes responsable par rapport à l'extérieur, pas uniquement par rapport à vos salariés. Donc j'aurais voulu un petit peu avoir plus de données sur cette partie-là de la part de vos interlocuteurs, si c'était possible. Merci. Très bien. Alors on note tous ces différents points et le panel va répondre, va apporter des choses. D'autres remarques à ce stade, avant justement d'aller un peu plus loin? Oui, madame, ici à droite. On va vous passer le micro. Voilà, monsieur va vous le passer là, au fond. Oui, on pourra dire différentes réponses. Tout en haut, voilà, madame qui est là. Montrez-vous, madame, voilà.
Monsieur, okay. Vous voyez, monsieur court après vous, mais vous êtes loin. Voilà, allez-y, je vous en prie. Merci. Par rapport à l'intervention de monsieur Schoon, quand on est une entreprise dans le creux de la vague, dans le creux du U, quels sont les arguments pour convaincre justement ses clients, s'il y a possibilité de répondre à cette question, montrer que notre engagement il est réel, et comment que les clients peuvent adhérer à cet engagement et du coup payer peut-être un peu plus cher ou voir. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Merci. Alors, oui, monsieur, ici, allez-y. Laurent Michel Tamet, donc j'ai une entreprise et j'en crée 2 ou 3 autres en ce moment, enfin 3. Allez plus fort. Je crée 2 ou 3 entreprises actuellement et j'ai une entreprise de chaussures, vous voyez, et 3 entreprises dans le domaine de la peinture et des matières architecturales. La question que je voudrais poser est la suivante. Ça rejoint peut-être un peu celle qui vient d'être posée, je voudrais la préciser en clair. Finalement, une entreprise, sa rentabilité, puisque c'est l'objet qui est mis en face de l'engagement RSE, il y a 2 axes, me semble-t-il. C'est comment j'augmente mon chiffre d'affaires et comment je baisse mes coûts. C'est un peu ça la rentabilité. C'est clair. Si on veut simplifier les choses à l'extrême. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a un exemple, comment dirais-je, structuré qui permet de vendre, si j'ose dire, le phénomène RSE à son marché. Son marché, c'est ses clients, c'est aussi ses financiers. Et le deuxième élément sur la baisse des coûts, c'est a-t-on des modèles structurés également, et là peut-être plus facilement structurables, qui permettent de dégager les gains RSE, parce que quelque part dans mon esprit, il s'agit d'un changement de modèle. Ce qui devrait plus rester, c'est celles qui ne le sont pas, mais on est à un virage, si j'ose dire, qui est assez long. Et comment être convaincant pour démontrer, je peux vous dire, je prends un exemple, actuellement l'entreprise que nous créons, nous sommes 3, elle a pour vocation de vendre de la peinture et des matières architecturales. Je ne vais pas faire de pub, ce n'est pas encore tout à fait disponible, sinon je n'hésiterai pas. L'idée, c'est de la faire fonctionner avec le moins de stock possible, pour répondre on-demand aux clients, tant sur leur couleur que sur leur matière, parce que c'est un domaine dans le BTP où il y a beaucoup de gaspillage. On vend beaucoup plus de peinture qu'on en étale, si vous voulez, ou qu'on en applique. C'est un engagement RSE. Il y en a d'autres chez nous. La question est, ça doit avoir une traduction financière, et je pense que c'est une question de business model, quelque part, qui est posée. Voilà. Ok, on va peut-être reprendre, à partir de ces différentes questions qui ouvrent d'autres pistes, reprendre la discussion. Alors, vous allez y répondre les uns les autres. Simplement pour faire le lien avec ça, ce que les études nous apprennent, pour aller un peu plus loin dans la question, c'est que faut faire attention à ne pas mettre dans RSE évidemment tout et n'importe quoi. C'est pas un pot pourri non plus. Et donc les études prouvent qu'aujourd'hui, d'abord, il y a des tas de limites à la mesure qu'on n'a pas dépassé, et il y a des choses qu'on ne sait pas, et il faut être très prudent dans l'interprétation des études dont on dispose du reste. Je vous renvoie encore une fois aux études notamment de l'école polytechnique de Patricia Criffo, mais qui montrent aussi quand même que c'est pas la même chose d'investir en sécurité, c'est pas la même chose d'investir en formation, d'investir en bonne gouvernance, que d'investir dans d'autres aspects, voire même partie prenante, du point de vue de l'impact, avec toutes les précautions qu'il faut prendre. Les études commencent là-dessus. Il y a vraiment pas mal de chercheurs qui ont isolé des paramètres, puisqu'on est vraiment dans le multifonctionnel, dans le multifactoriel, pardon, de la RSE. Et c'est ça la grande difficulté aujourd'hui, c'est d'isoler un paramètre par rapport à un autre pour savoir qu'est-ce qui est pertinent, ou est-ce que c'est une combinatoire, ou est-ce que c'est une approche très générale. On n'a pas les réponses au vu de toutes les études disponibles aujourd'hui. On sait simplement, c'est vrai qu'une entreprise à un moment donné, c'est peut-être la réponse à la question de Sandra d'une certaine manière, c'est que est-ce qu'elle applique à la RSE véritablement est-ce qu'elle s'applique à des questions qui sont ses enjeux, ses vrais risques et ses vrais sujets? C'est-à-dire que si elle fait des éléments un peu périphériques ou des éléments non pertinents au regard de son modèle, eh bien, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Et c'est pour ça, vous le savez, que tous les investisseurs, mais je laisse Olivier peut-être terminer cette réflexion, que tous les investisseurs aujourd'hui et tous les référentiels demandent à faire de la matérialité, c'est-à-dire à traiter ces impacts. Et là, on y revient. Donc la RSE est vraiment efficace lorsqu'elle traite ces impacts, lesquels impacts peuvent vous revenir à la figure en termes de risque, ou en termes de réglementation, ou en termes de pression sociale. Et donc, c'est parce qu'on va resserrer au travers de ces vrais impacts que là, on va pouvoir avoir une RSE qui touche le modèle. Bon. Mais on a démontré que c'était surtout sur le social, ça avait le plus d'impact dans les quelques études, et que beaucoup de personnes voulaient aller dans des entreprises qui avaient du sens et accepter d'être moins payées.
Jésus qui le prouve, effet collatéral intéressant, accepter d'être moins payé dans les entreprises et de la RSE. C'est assez étonnant. Bon, assez étonnant. Sur partie prenante, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Est-ce que vous voulez compléter et réagir sur toutes ces approches? Olivier, financier. Sur les impacts, je pense qu'il y a l'interne et il y a l'externe. Il y a une première étape, c'est sur les impacts internes, d'arriver à bien mesurer les conséquences des modes de management, d'organisation. Et là-dessus, une entreprise de taille moyenne, en pleine transformation, elle doit mesurer tout ce qui se passe en interne et en même temps de prendre conscience des enjeux d'externalité de son activité. Donc oui, les impacts, et nous, en tant qu'actionnaires, on rentre de plus en plus dans un double schéma qui est cartographie des risques et aussi cartographie des parties prenantes. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans un cercle d'initiés où les notions de parties prenantes un peu larges sont compréhensibles, mais dans beaucoup de cas, c'est quand même à la fois vague et des cercles extrêmement courts. Je pense que le monde qui est en train de nous être proposé est un monde où les responsabilités d'entreprise vont augmenter, et donc parce que l'impact des entreprises est en pleine augmentation, parce que les États ont de moins en moins de moyens et vont demander aux entreprises d'assurer un certain nombre de choses. Donc oui, les impacts des entreprises sur les humains, sur la société, sont à mesurer. Faire prendre conscience de ces éléments-là aux dirigeants d'entreprise est un point très important. Après, il y a l'impact investing, qui n'est pas la RSE, qui est une classe d'actifs qu'il faut absolument valoriser. C'est je décide d'investir des capitaux dans des entreprises qui ont un impact évidemment positif sur des sujets environnementaux ou sur des sujets sociaux. Mais il faut bien le spécifier. Et c'est des décisions d'investissement avec des bailleurs de fonds qui décident que une certaine partie des capitaux sont destinés à travailler sur des impacts positifs en matière sociale ou en matière environnementale. Mais ce n'est pas la RSE. Pour autant, dans des entreprises de cette nature, la RSE est un élément de gestion très important. Ça permet aux entreprises qui sont dans cette thématique quand même de se placer. Vous voulez compléter de ce point de vue, Olivier Guilbault ? Pour compléter, par rapport à la question sur les coûts de fonctionnement, etc., c'est vrai que souvent, quand on parle de rentabilité, on est dans la sphère économique, et donc ça se mesure avec des charges, des produits. C'est assez comptable finalement, au sens classique du terme. Mais si on va dans la sphère sociale, il y a une forme de rentabilité sociale, on en parlait tout à l'heure, par rapport à un turnover qui peut être différent par rapport à une politique de formation, par rapport à de la proximité sur toute la ligne managériale. C'est pareil, pour illustrer l'exemple, dans la vente à domicile, les ratios de turnover sont plutôt élevés, on est entre 30 et 45%. Chez nous, on est alors entre 8 et 10%, parce que justement, il y a une forme de continuité sur le métier. On considère que c'est un métier entièrement à part, mais que c'est un métier à part entière. Et donc, il y a des formations régulièrement sur les sujets qui font qu'on recrute tous les ans entre 120 et 150 conseillères, mais on a pour autant plus de 1500 candidatures parce qu'on fait le choix de la qualité. C'est un engagement qui se vérifie après dans la durée. Donc il y a la sphère sociale, puis il y a la sphère environnementale, où là c'est pareil, il y a une forme de rentabilité qui se mesure difficilement, parce qu'il y a plein de services qui sont gratuits, et aujourd'hui en tout cas, et demain on verra, mais ça peut être des taxes, ça peut être des coûts environnementaux de mise à niveau. Si sur ces sujets-là, on essaye de prendre un petit peu d'avance avec des produits plus allégés, avec des rapports contenant-contenu plus intéressants, sur des produits concentrés. On a lancé un gel douche concentré à diluer. Alors c'est un truc invendable en magasin,
parce que c'est compliqué. Enfin, faut mettre de l'eau chaude. Enfin, en vente à domicile, c'est génial parce que justement, le consommateur qui devient acteur, eh ben, il est acteur de sa consommation en expliquant. Il faut mettre un petit peu d'eau tiède, on mélange, et finalement, avec 500 ml, vous faites 1 litre, il y a moins de consommation, etc. Donc, ça joue également sur la rentabilité environnementale, mais qui est très compliquée à mesurer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de rentabilité, elle n'est pas que comptable. Il y a du social et il y a de l'environnemental. Voilà. Okay. Et pour aller plus loin sur les parties prenantes, qui est un terme qui n'est pas franchement bien compris par le kidam que vous croiserez dans la rue, quand vous parlez de clients, de fournisseurs, de voisins, de collectivités, c'est un peu plus parlant. C'est important de leur expliquer également ce qui peut être fait et de le communiquer sous forme de charte, sous forme d'invitation ou d'ouverture de l'entreprise. Et c'est ce que nous, on a choisi de faire en ouvrant le laboratoire à nos parties prenantes. Alors, sur des visites que vous faites cette fois? Sur des visites, voilà, oui. Pour essayer de démontrer ce qu'on peut faire et comment on peut travailler et comment on peut concilier finalement le développement durable ou la RSE avec l'économie, partant du principe que si on est toujours en vie, c'est que dans la sphère économique, on a un minimum de rentabilité qui permet de survivre et de pouvoir investir pour le futur. Vous avez une relative transparence, c'est-à-dire si une partie prenante veut savoir des choses sur vous, sur votre site, elle arrive à savoir des choses? Oui, alors transparence, après c'est là où c'est un peu compliqué, on préfère parler d'ouverture, parce que transparence, c'est prendre un engagement qui est assez fort, mais en tout cas on est ouvert et on peut expliquer comment ça se passe en termes de management, à tout point de vue. Olivier Perra, vous avez complété? Plusieurs questions qui ont été posées. Le premier, c'est sur les dialogues entre parties prenantes. Je pense que les outils liés à la RSO sont des outils de dialogue. Exemple, une entreprise... RSO, c'est pour organisation. Organisation, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas que les entreprises qui doivent être responsables. Voilà. Vous prenez un site industriel qui a un pépin majeur sur l'une de ses unités de production. Il y en a peut-être, il y a 3 autres unités de production qui sont sur le même site. Le principe de prudence absolue, le principe de précaution, dit on arrête le site. Problème, c'est le premier employeur de la région. Mais en même temps, il y a des problèmes environnementaux qui sont associés. Donc la solution, c'est de passer par le dialogue, certains parlent de palabre, mais dans le bon sens du terme, où il y a eu effectivement un dialogue entre les autorités administratives qui avaient pouvoir de fermer le site purement et simplement, les collectivités locales, les employés, avec les syndicats de salariés, les ONG, les représentants d'associations proches de l'environnement, pour se mettre d'accord sur un plan d'action. Il n'y avait pas une solution unique, mais il y avait une solution négociée. Et ça, je crois que c'est ce type d'outil qu'il faut avoir en tête. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout ce qui permet de, je dirais, réaffecter les externalités négatives est un élément très important. John Ruskin, qui était un essayiste anglais, disait « On trouve toujours quelqu'un qui est prêt à faire moins bien pour moins cher ». Non, mais c'est vrai, si on y réfléchit, on trouve toujours ça. Et maintenant, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'essayer de réinternaliser, parce que, par exemple, ça ne s'est jamais vu, c'est un cas purement théorique. Imaginons un grand groupe qui dise on conserve tous les travaux qui ne sont pas très compliqués en interne et on sous-traite tout ce qui est dangereux, quitte à ce que les intervenants viennent sur le site. Ça ne s'est jamais produit, c'est une hypothèse purement théorique. Voilà. Eh bien, si quelque part on a un moyen de dire non, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'on intègre les accidents qui ont lieu sur le site, que ce soit des salariés de l'entreprise ou des salariés des sous-traitants. Là, à ce moment-là, on va commencer à comparer des choses qui sont plus comparables. Ce qu'on appelle la sphère d'influence de l'entreprise. Mais vous me tendez une perche qui est dangereuse, là. L'écotaxe, c'est exactement la réinternalisation. Hein. C'est je prends des routes, je dois payer mon coût induit. Vous voyez que le transporteur routier à qui on dit ça, il ne sait pas quoi en faire, lui. Hein. Oui, mais la question, c'est que quand on aborde ça de manière qui n'est pas globale, par définition, eh bien, on a ce type de réponse. Et si, en revanche, tout le monde se dit, on est tous d'accord, et c'est l'intérêt des non-volontaires, pour travailler sur ces bases-là, ça veut dire qu'effectivement, celui qui coupe les coins, comme on dit en anglais, sera, d'une certaine manière, mis à l'index. Et par exemple, il y a des débats sur les définitions de normes réglementaires, par exemple, au niveau des voitures. Si on parle d'émissions carbone au kilomètre, ou d'émissions carbone au kilomètre rapportées au poids du véhicule, vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats des courses.
Et c'est là qu'on se rend compte que l'intérêt des benchmarks et l'intérêt des critères est absolument fondamentaux. Si on est sur le premier critère, certains constructeurs automobiles vont être tout à fait avantagés. Si on est sur les deuxièmes, d'autres constructeurs automobiles, je ne cite pas de marque, peuvent être au contraire à nouveau dans la course. Ok, complexité. Thomas Saunier, vous voulez compléter? Ouais, enfin, toujours dans l'approche qualitative ou quantitative de l'intensité de la RSE dans l'entreprise. Enfin, à titre perso, au nom de Generali, on a mis en place une méthode qui s'appelle Agir pour notre avenir, où on est capable d'évaluer une entreprise sur ces critères de façon très précise, et on permet de quantifier effectivement le degré d'intensité que l'on met dans la RSE au sein de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, et sur la courbe en U, les négligents qui sont évalués grosso modo à 25%, c'est des gens qui s'en fichent complètement. Aujourd'hui, je refuse de les assurer. Moi, je ne les prends plus. Je pense qu'Olivier, alors ça c'est facile, je utilise Olivier, je ne risque pas de me tromper, c'est tous Olivier. Mais celui du bout là-bas, Olivier Millet, je pense qu'aujourd'hui, il refuse de prêter de l'argent, il refuse d'investir dans son entreprise. Moi, je refuse de l'assurer et je pense qu'il y a un certain nombre de fournisseurs, au fur et à mesure, ne parlons pas toujours des clients, parlons aussi des fournisseurs, il y a un certain nombre de fournisseurs qui refusent d'apporter de l'aide, d'apporter un service, d'apporter des conseils à ce type d'entreprise. Donc je pense que les négligents, avant on se dit bon tant pis, c'est pas dans son catalogue, mais on va faire avec. Aujourd'hui je les prends plus comme assurés. Merci, c'est très intéressant. Avant qu'Olivier Rionne complète, je voudrais que Olivier ça en précise, parce qu'on dit dans les études que c'est l'accès au capital qui est en fait vraiment le facteur qui est le plus affecté par une bonne RSE. Et vous nous avez dit, en préparant ceci, Olivier, qu'il vous arrivait de dire non à des investissements parce que justement, vous n'aviez pas l'assurance de critères suffisants en la matière. Est-ce que vous pouvez préciser ça? Parce que ça, c'est important comme preuve. Tu veux mon petit exemple? Oui. Je fais allusion. Alors, d'abord, on n'investit pas exclusivement dans on n'investit pas dans des entreprises parfaites parce que ça n'existe pas. Et parce qu'on est dans un monde en pleine transformation et que donc le sujet c'est pas d'être parfait mais d'être dans une dynamique d'adaptation à un monde qui bouge. Donc il n'y a pas de bons ou de mauvais élèves en matière de RSE, il n'y a que des gens qui prennent en compte une démarche de progrès. L'exemple auquel tu fais référence, c'est une expérience en 2009 où on travaille pendant 6 mois sur un projet d'investissement d'une entreprise qui est dans l'importation de cuir tanné en Inde pour l'univers de l'équitation. Très belle entreprise, leader européen de son secteur, rentabilité de 20%, belle croissance, rien à dire. Et à l'époque, ma démarche était moins formalisée, donc mes questions étaient peut-être plus directes ou plus simples. À la question que j'ai posée au chef d'entreprise, et qu'est-ce que vous faites sur les tanneries en Inde? Ce dirigeant sympathique, compétent et performant m'a dit « Je ne comprends pas votre question ». Alors j'ai essayé de lui expliquer qu'en France, on repêchait la truite dans les rivières, notamment parce que les tanneries françaises, il n'y en avait plus, avaient disparu, et qu'un certain nombre étaient à l'autre bout du monde, dont certaines en Inde. Et je lui dis donc « Qu'est-ce que vous faites pour les tanneries en Inde ?» Sachant que des groupes comme la FUMA, par exemple, ont fait un certain nombre de choses pour gérer ce type de problématique. Et le gars m'a dit, mais c'est pas mon problème, j'achète du cuir, je vends du cuir en Europe et ça n'est pas mon problème. Et je lui ai dit, oui, peut-être pour vous, mais moi, gérant de capitaux d'une société d'investissement cotée en bourse, j'ai juste pas d'autre choix que de ne pas pouvoir investir chez vous si vous n'êtes pas prêt à rentrer dans un débat à minima, et 2, dans un travail peut-être d'investissement, peut-être de soutien du fournisseur, fabricant, etc. Sachant que l'accélération du monde en matière de circulation d'informations, on a tous nos smartphones capables de projeter à l'autre bout du monde de l'information négative. Donc un dirigeant qui n'était pas en capacité de travailler sur le sujet, j'ai pas pu faire. Il me proposait par ailleurs d'investir dans une entreprise. Donc la moitié du business était opaque parce que localisé offshore. Et donc moi je suis une société cotée, je publie de l'information et il y avait 100 de chiffre d'affaires, il me proposait d'en publier 50 seulement. Donc là on voit bien que malgré la performance,
On n'a pas pu faire cet investissement pour des raisons qu'on peut qualifier d'RSE. Là, c'est tangible. On voulait compléter, Olivier, en parlant de ce que vous faites avec la Banque de France qui nous permet d'aller plus sur la mesure. Oui, tout à fait. Je voulais rebondir sur ce point. Donc, à l'issue des premiers parlements des entrepreneurs d'avenir, on a créé une association à Nantes qui s'appelle Dirigeants Responsables de l'Ouest. On est 80 chefs d'entreprise et on travaille sur la RSE. Et l'année dernière, on s'est posé la question, est-ce que c'est rentable de faire de la RSE? On se disait a priori oui. Et puis on avait une deuxième croyance qui est de dire que les banques se foutent complètement de savoir si on fait ou pas de la RSE. Donc à partir de ces deux croyances, on a fait un petit sondage autour des 80 chefs d'entreprise. Alors on est sensibilisé à la RSE, mais 95% mettent la RSE au cœur de leur stratégie. Et 87% pensent que ça diminue de façon significative leur risque de défaillance. Et néanmoins, seulement 47% en parlent à leurs banquiers. Et donc on s'est dit, il y a un gap énorme, preuve quand même que ça n'intéresse pas la banque. Donc on a mis autour de la table 5 entrepreneurs, 3 directeurs de banque, BNP, si on peut les citer, BPA, BNP et CIC, et puis la directrice régionale de la Banque de France, pour faire une étude. On a regardé la cotation de la Banque de France de ce tout petit échantillon de 80 entreprises. Les cotes 3, 4, 5, j'espère que ça vous parle. 3, c'est les bonnes entreprises, pour simplifier. Il y en a 25% en Pays de Loire. 4, c'est les cotes moyennes, il y en a 50%. 5, il y en a 25%. Dans les entreprises impliquées en RSE, on est 60% en code 3, 20% en code 4 et donc pas beaucoup en code 5. Donc on s'est dit, quid de l'œuf ou la poule? Est-ce qu'on est bien, donc on peut avoir une danseuse et faire de la RSE, ou est-ce qu'on fait de la RSE et donc on est bien? Et donc on a pris les cotations Banque de France, l'évolution sur 8 ans. Et là on a vu qu'effectivement une entreprise qui met la RSE au cœur de sa stratégie depuis un certain temps a une évolution de sa cote supérieure. Sans être trop compliqué, on a analysé des matrices de transition, c'est-à-dire qu'une entreprise qui, il y a 5 ans, était 4+, a statistiquement, il y en a 30% qui sont 4+, il y en a qui sont 3, il y en a qui sont 5. Et on a vu que finalement, si on intégrait la dimension RSE, alors on aurait dû avoir surcoté ces entreprises. Et donc c'est pour ça que je lance un appel aujourd'hui. On a un petit échantillon de 60, qui est passionnant, et la Banque de France est passionnée par ces résultats-là. On a élargi l'échantillon à 400 entreprises du CJD qui sont plutôt sensibles à la performance globale ou à la RSE. Et la Banque de France a dit, si on veut aller plus loin, il nous faut un échantillon de 1000 entreprises. Pourquoi 1000? Parce que pour avoir une base statistique suffisante pour mener ces analyses. Et donc on a besoin d'avoir 1000 entrepreneurs engagés dans la RSE. Si ça vous intéresse de participer, vous allez sur le site des dirigeants responsables de l'Ouest. Pays de Loire ou toute région? Toute région, surtout toute région et toute taille. On peut répondre. Vous allez sur le site, vous donnez votre sirène, votre mail si vous avez envie de recevoir les résultats de l'étude. On a besoin d'avoir cette base. On aura besoin, pourquoi pas se rapprocher de ceux qui ont vraiment des viviers importants. Ça, c'est la première expérimentation. Et la seconde, très rapidement, parce que j'ai commencé à dire que les banques n'ont pas d'intérêt à ça. On est 20 entrepreneurs, on a réuni 50 banquiers de toutes les banques des Pays de Loire pour les sensibiliser, leur dire voilà, la RSE c'est important, c'est un risque de c'est justement on diminue notre risque. Et on les a formés pendant une journée, c'était le 25 octobre, et pendant un an, tous les banquiers en Loire-Atlantique vont poser des questions, 10 questions sur la RSE. Tous les résultats vont être quantifiés par la Banque de France avec une grille qu'on a pu identifier pour justement aller dans ce sens de se dire effectivement ces entreprises sont plus pérennes et donc comment avoir un élément factuel. Merci. Donc vous faites des émules, Monsieur Saunier, parce que vous voyez le modèle qui a été fait sur l'assurance, les banquiers s'y mettent, attention. Juste, oui. On expérimente seul pour 2 raisons. Vous avez des super modèles. D'abord, c'est un petit peu différent. Nous, on regarde la défaillance, vous regardez le risque. Donc, je pense que c'est un peu différent. Et surtout, à quoi je crois beaucoup, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui ont des super idées en RSE, mais il faut expérimenter dans sa boîte avec ses croyances. Et c'est pour ça qu'il fallait que nos banquiers expérimentent et fassent eux aussi leurs essais, même s'il y a d'autres modèles qui sont très bons. Je pense qu'il faut que chacun avance et puis qu'à un moment, on aille ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Allez-y, je vous en prie. Nous, on a une base de... On a une base d'entreprise, mais on est prêt à la multiplier par 4 ou 5. Donc là, tous les volontaires sont les bienvenus. N'hésitez pas. Il y a quelques personnes de Generali dans la salle, donc on sera très content de discuter avec vous après. Absolument. Alors, ça nous permet d'aller vers la deuxième étape de notre discussion. C'est que si on voit bien qu'on a des dynamiques positives dans tout ça, on voit aussi qu'on ne peut pas dire que tout un RSE est pris de manière générale à cet effet-là. Et donc, il faut rentrer dans le détail et qu'après tout, il
toute démarche un peu trop généraliste en la matière n'est pas forcément efficace. Sur quoi concentrer? Qu'est-ce qu'il faut faire précisément? Et qu'est-ce que les uns et les autres mettent derrière aussi leur RSE? Parce que, bien sûr, ça peut être de faire de la précaution sur les accidents du travail. Là, on a vraiment des impacts directs qui sont appréciables. On peut en avoir sur la motivation, vous l'avez bien expliqué. Ça, ce sont des modèles qui sont assez connus sur le projet. Il y en a de plus en plus qui sont assez probants dans ce domaine. On peut en mettre dans le risque réglementaire par rapport, évidemment, à l'environnement. Mais Sandra Cossard posait la question des parties prenantes, donc dans la relation, je dirais, qui peut être coopérative, collaborative ou conflictuelle avec des riverains ou des fournisseurs. Et c'est là peut-être où là il y a une zone, et je vais interroger Olivier Perrin là-dessus, c'est là où il y a une zone quand même en France très délicate, parce que la relation groupe-fournisseur, c'est pas une relation qui est un modèle de responsabilité dans ce pays, si j'en crois les rapports de la médiation interentreprise, pas un point de vue personnel. Hein. Ce sont des rapports qui sont quand même très très durs sur la façon dont les donneurs d'ordre pratiquent. Et donc, qu'est-ce qui ferait pour aller vers un modèle plus rentable et donc du point de vue de l'intérêt de l'entreprise, sachant que la RSE n'est pas vouée qu'à la rentabilité de l'entreprise, elle est vouée à la rentabilité à l'égard, elle a d'abord été conçue pour servir le rapport à la société, je le rappelle au passage, mais c'est mieux si elle s'appuie sur un vecteur économique, et donc elle va plus vite et plus loin, et donc qu'est-ce qui ferait que on pourrait, dans ce domaine, accentuer, optimiser son impact positif. Est-ce que c'est vous qui avez cette expérience, Monsieur Perrin, est-ce que c'est sur les questions, on l'a vu peut-être de risque, qu'il faut continuer, est-ce qu'on y est ou pas, on a vu tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut aller plus loin sur la relation fournisseur, comme le font à travers Pacte PME des tas de groupes qui stabilisent leur chaîne de valeur, ou est-ce qu'il y a d'autres domaines, au-delà du social, qui sont pertinents sur l'impact? Comment vous voyez ça? Je pense que là encore, on a des démarches qui ont un recul suffisant. En matière d'ISO 14000, c'est la norme de management de l'environnement, où là, de manière très claire, l'entreprise qui se lance dans une démarche en retire beaucoup de bénéfices. On a un recul, maintenant la norme a plus de 20 ans quasiment, donc on sait de quoi on parle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peu de temps, au niveau de l'ISO, je suis aussi vice-président de l'Organisation internationale de la normalisation, donc je suis ça d'un peu plus près, vient d'être adopté le principe d'avoir une norme internationale sur le management de la sécurité. Donc d'ici 1 an, d'ici 2 ans, il y aura une norme ISO 18001. Il y avait la 14001 pour l'environnement. D'ici 1 an, 2 ans, il y aura une norme 18001 pour la sécurité au travail. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que dans 20 ans, on peut se donner rendez-vous, eh bien, il y aura certainement une démonstration que nous suivons déjà au niveau national, parce que tout ce qui est accident du travail et autres, eh bien, il y a des primes, et on voit bien l'approche sectorielle. On sait bien que dans certains domaines, il est plus compliqué d'arriver à un 0 accident du travail que dans d'autres. C'est un fait, mais néanmoins, il faut essayer de progresser. Donc je pense que toutes ces démarches, je dirais, thématiques autour de l'environnement, autour de la sécurité, éventuellement autour de l'énergie, je voudrais faire un peu de publicité pour la norme ISO 50001, absolument, puisque demain, il y aura un débat sur le combien, entre guillemets, consomme votre entreprise ou votre organisation en matière d'énergie. Il y a des logiques de certificats d'économie d'énergie qui peuvent être bonifiées en cas de démarche ISO 50001. Donc là encore, on peut gagner une première fois en direct grâce à des économies d'énergie. Donc le meilleur kilowattheure, c'est celui qui n'est pas dépensé. Et puis éventuellement, on bonifie certaines actions grâce à des incitations fiscales. Donc ça, je dirais, ça va se confirmer, c'est à mon avis certain. L'autre plan, comme vous l'indiquez, c'est sur les achats responsables. La notion d'achat responsable, c'est quelque chose sur lequel la médiation interentreprise a eu l'occasion de se pencher. Les relations entre les très grands groupes et les petites entreprises ne sont pas forcément simples. Aimer son lointain comme soi-même, c'est quelque chose qui est sans doute en devenir, mais qui n'est pas totalement universellement répandu. La notion de régler les fournisseurs en temps et en heure, c'est quelque chose qui déjà est un minimum minimorum, et il faut parfois des crises fondamentales où un fournisseur de rivet, je ne prends pas cet exemple au hasard, a un impact parce que sa défaillance qui est liée à une trésorerie exsangue fait qu'il ne fournit plus, et quand il ne fournit plus, eh bien, il y a des véhicules qui ne sortent plus, des rivets. Hein. Et alors là, tout à coup, là, il n'y a plus de problème, il va être payé dans les 3 jours. Le problème, c'est qu'il est déjà quasiment moribond. Donc la notion de chaîne de valeur, à mon avis, a vocation à être revisitée, d'où l'initiative au niveau achat responsable qui a été prise au niveau AFNOR avec le concours de l'Observatoire des achats responsables, de la CEDAF, la Compagnie des dirigeants et acheteurs de France, du service des achats de l'État. C'est l'une des premières fois où on voyait dos à dos, mais ensemble, hein,
les acheteurs privés, les acheteurs publics, se disant non, il y a vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on évolue. Alors maintenant, je souhaiterais partager avec vous ce qu'un acheteur de haut niveau m'a dit en me disant, tu comprends, c'est très compliqué. D'un côté, on a une pression de la direction générale. Les directeurs généraux sont toujours des gens épouvantables, hein, qui ont comme obsession la rentabilité, le ceci, le cela. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose que notre acheteur, notre directeur des achats, s'était parfaitement approprié. De l'autre, cet acheteur a des enfants, comme on peut en avoir etc. Et des enfants qui rentrent sur le marché du travail. Et donc, il était en train de parfaitement comprendre ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire que les décisions d'achat du groupe dans lequel il était le grand patron, le super patron, membre du comité exécutif, étaient en train de créer de l'emploi sans doute pour autrui, mais certainement pas pour ses enfants à lui. Et en plus, le directeur général, ce sont vraiment des gens épouvantables, lui demandait naturellement d'être aussi responsable que possible, respectueux de l'environnement, etc., etc. Et donc, le fait de dire il faut fournir, c'est pas faut sauver le soldat Ryan, mais il faut sauver les acheteurs, il faut leur fournir des outils de dialogue au sein des groupes dans lesquels ils opèrent, pour dire, là encore, on peut essayer de gagner un peu plus, parce que c'est effectivement une préoccupation permanente au niveau du prix de revient, mais il faut savoir que si on va plus loin, ce sera avec un niveau de risque, où on sera moins bon sur la performance environnementale. Donc, monsieur le directeur général, si demain vous avez des investisseurs qui sont prêts à rentrer dans votre capital, que ce soit par rapport à des tanneries en Inde ou ailleurs, vous aurez des réponses plus faciles. Donc c'est à vous de choisir, mais quelque part, nous essayons avec notre norme franco-française au départ, de fournir des outils aux acheteurs basés en France. Alors maintenant, comment on veut faire comme les Allemands ont été très très bons. Les Allemands sont ceux qui, en termes de responsabilité au plan international, au plan ISO, ont le plus de responsabilités de comités techniques de normalisation. Ils ont fait de la devant norme les US. Devant les US. Et simplement, ce sont des spécialistes du « on joue comme ça chez nous, on vous propose au niveau mondial de jouer comme ça, de la même manière ». Que fait l'AFNOR ? Et donc, que fait l'AFNOR ? Après l'accident dramatique qui s'est passé au Bangladesh, Madame la ministre est revenue vers AFNOR en disant « qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus ?» Et je lui ai dit « Madame la ministre, qu'est-ce que nous avons déjà fait ? Nous avons déjà fait une norme française et nous l'avons déjà présentée au niveau ISO et nous avons déjà eu la première réunion du comité de travail en question, 277, qui est présidé donc par un Français, M. Jacques Schramm, et c'est cette structure qui va proposer demain au plan mondial une norme sur les achats responsables de manière à éviter l'effet écotaxe, de manière à ce que tous les acheteurs soient invités à se conformer. Là encore, c'est une invitation, c'est une incitation. Ils sont libres de le faire ou pas. Oui. On sort un peu, à travers cet exemple passionnant qui est vraiment un enjeu crucial, de la simple analyse de rentabilité, encore que ça montre, qu'on ne peut pas mesurer la rentabilité de la RSE si on n'intègre pas toute sa sphère d'influence, et que ce n'est pas en déportant un certain nombre d'éléments sur le fournisseur qu'on peut certes améliorer sa rentabilité et le regard de l'investisseur, mais si on arrive à lui cacher les choses, mais ce n'est pas véridique. Et puis, d'autre part, ça ne fait pas avancer le système. Moi, je peux dire, je constate quand même que dans d'autres situations, et c'est vrai que les Allemands sont les rois de la norme, dans d'autres situations, les Anglais et les Américains, par exemple, dans des pays à faible gouvernance, où il y a vraiment des enjeux d'investissement, je prends l'exemple de la Birmanie aujourd'hui, ils s'organisent, ils mettent des barrières, ils mettent des choses, et quand on demande aux entreprises françaises de se distinguer et de se singulariser pour dire on va y aller, mais regardez, on va le faire bien, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Donc on a encore beaucoup de choses à faire sur ce terrain-là pour concevoir que c'est rentable. Alors donc c'est ma question maintenant, pour aller vers la fin, c'est qu'est-ce qui ferait qu'on peut être plus rentable en utilisant la RSE. Encore une fois, c'est un levier pour faire avancer la RSE au profit de la réduction des impacts sociétaux. Il y a une finalité qui reste quand même celle-là. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est, comme on a commencé dans la loi, le faire rentrer dans la mesure dans le rapport de gestion? Est-ce que le fait de le remettre dans le financier, l'extra-financier dans le financier, est-ce que ça, c'est une bonne façon d'avancer? Est-ce que c'est de créer des mécanismes de reconnaissance par le label, par l'État, par les marchés de ces éléments-là? Comment vous pensez qu'on peut appuyer un peu là sur le champignon pour augmenter ceci? Je vais commencer par Olivier Millet. Qu'est-ce qui ferait qu'on peut optimiser? Est-ce que c'est un problème de prise de conscience, un problème d'outils, c'est un problème de contexte? C'est un problème de temps. C'est qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses qui sont sur la table et que les mentalités bougent à une certaine vitesse et il faut accepter que le monde ne se transforme pas non plus en 15 jours. Les normes existent, la pression,
législative est présente, l'attente consommateur est là, l'attente salarié est là. Le maillon faible un peu de l'histoire, c'est quand même la finance et les actionnaires. Il faut moi, j'ai aucun état d'âme à en parler très tranquillement. Et le maillon faible que nous représentons de manière historique peut devenir le maillon fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande une rentabilité aux capitaux qui intègre des éléments de comment vous avez fait cette rentabilité de capitaux, et ça c'est un truc qui n'est pas franco-français, c'est un truc qui est en marche à travers le monde où les bailleurs de fonds demandent de plus en plus aux gérants d'actifs des comptes sur la façon dont on va produire le 5%, le 10%, le 15% de rentabilité. Donc il y a déjà beaucoup de choses et il faut peut-être s'accorder un peu le temps aux différentes parties prenantes du système de digérer tout ça, parce que ajouter une couche, ajouter un label, remettre des couches de reporting dans tous les sens, pourquoi pas, mais laissons le temps aussi, regardons à quelle vitesse les groupes du CAC 40 ont travaillé sur ces sujets-là. On est 10 ans ou 15 ans après, on commence à avoir des choses qui sont assez consistantes. Merci Olivier. Y a-t-il de la part des uns et des autres des questions, avant que je demande au panel d'aller vers la conclusion, des questions? Madame, vous avez on va vous passer le micro. Voilà, il arrive. On vous le passe et on vous écoute. Alors, simplement 2 points, j'espère que je vais être simple. Le premier, je reviens sur ce matin, une étude d'Accenture, enfin, 2 points. 1, par rapport à Rio, au niveau mondial, on a régressé, on prend les 2 dernières réunions, simplement, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a 10 fois moins de participants au niveau politique et de grande envergure, si on peut dire, qui ont participé à Rio. Donc déjà, au niveau des grands capteurs, il y a un problème. Deuxième chose, alors je n'ai pas tous les sondages en ma possession, mais il se trouve que la dernière étude d'Accenture montre que parmi les dirigeants les plus convaincus sur la planète, je crois qu'il y en a environ 2000 qui ont été interviewés, mais vraiment, voilà, les convaincus de la RSE disent, écoutez, nous on est convaincus, mais en gros, les choses sont tellement difficiles économiquement en ce moment, on va peut-être faire une pause parce qu'il y a des choses plus urgentes. Alors, je me pose la question, si parmi les plus convaincus, ils se disent qu'à un moment X où il y a une urgence, on se demande laquelle, sûrement économique, ils ont envie de faire une pause parce qu'il y a des choses plus importantes. Ont-ils vraiment compris le concept de quelque chose d'économiquement durable? Un tout petit point aussi quand même qui me semble important, c'est est-ce qu'on replace le débat entre croissance et développement. Depuis ce matin, j'en ai pas tellement entendu parler de cette nuance quand même entre développement durable, on parle bien de développement et on ne parle pas de croissance durable. Je ne dis pas que la croissance, ce n'est pas intéressant, et encore plus la croissance durable. Maintenant, d'un point de vue financier, d'un point de vue positif, et alors là, j'insiste, je crois vraiment que dans le monde des fonds d'investissement, il y a une mission, si on peut dire, extraordinaire qu'ils ont en main. C'est-à-dire que la RSE, pour moi, il faut dire économiquement que c'est quelque chose qui marche. Là, on est en train de se demander si c'est rentable. Rentable comment, pourquoi, à quel point de vue et dans le temps? Parce que quand on parle de rentable, par définition, c'est même dans le temps. Hein, c'est sur une durée. C'est ce qu'on a essayé de dire, madame. On est bien d'accord. C'est ce qui a été dit. Et il me semble, alors je ne suis pas économiste financier, mais il me semble que d'après les études, même si on sait qu'il n'y a pas forcément plus de performance pour les entreprises qui font de la RSE, il y a une forme de régularité, vous me corrigerez messieurs si je me trompe, d'après les études que l'on a, il y a un consensus, d'après les études qui sont faites, qui montrent que les entreprises engagées dans la RSE ont des résultats plus réguliers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément plus performants à court terme ou à plus long terme, mais il y a une forme de régularité. Et je me dis, si nous qui sommes convaincus de tous les avantages de la RSE, et notamment ce côté social dans le travail, et de performance et de rentabilité économique qui voudrait nous redonner quand même comme sens, pas se demander si c'est rentable, mais oui, ça marche, c'est pas la question, ça marche. Je pense que tous les gens qui ont envie d'investir, auraient envie d'investir dans le monde de l'entreprise, et ça, à mon avis, ça pourrait faire remarcher d'une façon
fantastique, la machine économique. Appel aux épargnants. Voilà. Alors, avant de répondre, peut-être, oui, d'autres questions. Je vais prendre rapidement, mais on arrive vers l'heure finale. Donc, si vous pouvez poser vos questions de manière concise, ça permettra d'en avoir plus. Allez-y, et puis le micro va arriver, monsieur. Oui, on vous le passe, derrière vous. Plus particulièrement à vous, qui a l'ensemble de Voici. vos collègues. C'est en pensant à comment on met en œuvre finalement la RSE dans l'entreprise, parce que ce n'est pas obligatoirement une question qui s'est posée directement, c'est quel est le résultat, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable, est-ce qu'il y a des moyens d'accompagner les entreprises qui souhaitent la mettre en place, et comment, alors vous en tant qu'enseignant à l'origine, et je pense, est-ce que ça m'a fait penser notamment à l'utilisation de l'ACV peut-être orienté social, et est-ce que dans ce sens-là, il y a des efforts de mener qui pourraient aider. Alors, je ne suis pas entrepreneur, je suis plus organisme de recherche, mais je me dis la recherche peut peut-être aider dans ces expérimentations de certaines méthodes à épauler les entrepreneurs pour aller dans ce sens-là. Voilà. La réponse est en une phrase. Le management responsable, ça existe. Il y a un effort de formalisation qui a été fait. Il commence à s'enseigner, il s'améliore, et il y a un management responsable versus un management qui l'est moins. Donc il y a un savoir-faire. Comme on a appris le management après-guerre, comme on l'a transformé, c'est aujourd'hui une discipline du pilotage économique qui se formalise et qui s'améliore. D'autres questions, monsieur ? Pourquoi vous l'excluez? À la fois l'AFNOR, ses outils RSE, oui. Monsieur Millet, la sélection RSE qui fait ses investissements, oui. Et Monsieur Saunier, leur évaluation RSE Generali. Est-ce que pour vous, en interne, vous avez fait ce travail pour rechercher de la rentabilité sur l'éthique professionnelle dans la finance, sur la relation avec vos auditeurs ou vos pratiques d'achat, sur l'éthique professionnelle dans le conseil en assurance, etc. Est-ce que c'est aussi des sources de rentabilité pour vous ? Alors on va peut-être, avant de répondre, peut-être, est-ce qu'il y a une autre question? Et puis je voudrais que le panel à ce moment-là conclue. Y a-t-il pas de frustration de questions posées? Donc je pense qu'en élargissant le débat, madame, on répondra en même temps à votre remarque vers la fin. Vous voulez répondre, monsieur Saunier? Oui, et en conclusion? On utilise chez Generali la RSE et on la met. C'est vraiment au cœur de la stratégie. Mais quelque part, c'est pas pour ça que j'ai voulu témoigner aujourd'hui ici. C'est-à-dire que sa propre appréciation de la rentabilité de la RSE est toujours subjective. Moi, ce que je voulais apporter, c'était un témoignage objectif, vu de l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas dans la rentabilité encore que, dans la rentabilité annuelle, mais l'analyse du risque, c'est quelque part une mauvaise affaire d'éviter. Une mauvaise affaire d'éviter, c'est une bonne affaire de fait. Et lorsque Olivier construit son entrepôt qui coûte 7 millions d'euros, si l'entrepôt brûle, l'assureur va payer 7 millions d'euros. Mais en attendant, l'entreprise, elle est plantée pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et c'est la survie même de l'entreprise qui est en jeu. Et le fait d'avoir placé la RSE stratégiquement au cœur de l'entreprise fait qu'il a un tiers de chance de moins que, quelque part, son entrepôt brûle. Et donc, il a un tiers de chance de plus de survie, quelque part, par rapport aux sinistres qui peuvent intervenir, quels qu'ils soient, au sein de l'entreprise. Vous répondez sous forme de conclusion aussi, monsieur Perrin, à ça? Est-ce que ça suit? Voilà. Alors, ils répondront s'ils ont une évaluation, mais en ce qui concerne Generali, on a mis une démarche d'évaluation qui est simple, et on va ouvrir un site internet qui est destiné à ça. On a une démarche d'évaluation et un certificat et un label. Et on s'est appliqué effectivement, ça s'appelle Agir pour notre avenir, et on s'est appliqué effectivement la méthode d'analyse, d'audit. On n'est pas les meilleurs, on est bien placés. Mais on n'est pas les meilleurs, mais encore une fois, ce qui est important, ce n'est pas le point de départ, c'est le point d'arrivée. Et c'est le progrès, et c'est l'intensité que l'on met dans la RSE. Monsieur Perrin, qu'est-ce que vous faites et est-ce que ça progresse? D'abord, je vais faire un commentaire sur la question de madame que j'ai trouvé très intéressante sur la notion de régularité. Il y a 10 ans de ça, je me souviens, je n'ai pas les références et je serais bien en peine de les trouver, mais peut-être que sur Internet, qui est votre ami, vous avez trouvé la chose. Des études avaient été faites sur les bêtas, donc la notion de volatilité des entreprises qui avaient mis en place des démarches ISO 14000, donc en matière d'environnement, et le bêta était plus bas, donc ça veut dire que la volatilité était moins forte pour ces entreprises-là. Donc je considère que c'est une sorte d'effet rebond que vous évoquez là.
Premier point. Deuxième point, effectivement, nous on a un rapport développement durable qui montre qu'on n'est pas non plus les meilleurs, on ne prétend pas être les meilleurs, mais on prétend se préoccuper de ces questions-là, par exemple sur l'impact carbone des réunions de normalisation, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Derrière, il y aura des chasses au gaspillage, mais comment est-ce qu'on peut faire pour les minimiser? Au niveau des achats, nous avons une politique que j'espère aussi responsable que possible. Nous avons participé aux travaux de normalisation, notre acheteur a participé aux travaux, et notre acheteur, à plusieurs reprises, bien que je sois un directeur général épouvantable, est venu me dire, là, on a un prix qu'on pourrait peut-être faire baisser, mais on prendrait des risques. Et je lui dis, c'est bien, on en reste là. Et il se trouve que lorsqu'on a eu un problème, et c'est un des éléments de la conclusion, lorsqu'on a eu des problèmes, eh bien, le fournisseur s'est souvenu qu'on ne l'avait pas, je dirais, poussé à fond, et a été extraordinairement réactif. C'est un petit peu l'effet prix de camaraderie. Je pense qu'une entreprise, une organisation qui a une politique en matière de RSE peut faire appel à la générosité, à la solidarité de ses salariés, de ses actionnaires, de ses fournisseurs. À un moment donné, vous savez, c'est les petits lutins. Vous êtes face à un défi désespéré, vous ne pouvez pas le faire, et puis pendant la nuit, les petits lutins auxquels vous avez rendu service viennent vous aider. Ça marche. C'était la fable d'Olivier Perrin. Vous voulez rajouter un mot en conclusion, Olivier et M. Guilbault? Non? Sur ces points, Olivier? Juste peut-être pour dire que ce qui pourrait faire bouger les choses, c'est effectivement les pouvoirs publics avec le côté réglementaire pour inciter à privilégier une partie d'éléments vert, alors ce qui était vert ou ce qui sera demain RSE. Donc ça, c'est un levier qui est directement... La reconnaissance par les autorités. Par l'achat, public en tout cas. Et puis après, les labels, c'est vrai qu'il y en a énormément, c'est très compliqué, il faut savoir les expliquer. Et rien ne vaut un contact direct. Voilà. Olivier, un mot? One word. Oui, un mot sur qu'est-ce qu'on fait en interne. On fait un certain nombre de choses. On publie... On est une des rares sociétés d'investissement à avoir un rapport RSE public en ligne. Donc on peut trouver de l'information sur ce qu'on fait concrètement en interne. Nos principaux achats sont des achats de services externes, des cabinets d'avocats, des auditeurs. Et alors on n'a pas mis en place une norme d'achat responsable pour les avocats et les auditeurs, mais en fait assez naturellement on est allé vers les avocats, les auditeurs, qui avaient eux-mêmes des démarches. C'est-à-dire que les chaînes de valeur, en fait, pour être très positif, je crois qu'il faut imaginer qu'en ce moment, un certain nombre de chaînes de valeur sont en train de se construire, avec des effets négatifs certaines fois, mais des effets positifs aussi, où des gens de bonne volonté, ayant une pensée qui s'aligne dans des univers différents, arrivent à construire des choses assez formidables. Et quant à l'opportunité historique, vous ne pouvez pas parler mieux que je ne le fais. C'est les propos que j'utilise au sein des 250 firmes de private equity en France, en disant qu'on a une opportunité historique d'accompagner la transformation des entreprises sur ces sujets-là, notamment parce qu'on a deux avantages. On a du temps, on est actionnaire pour des durées qui sont formidablement longues par rapport à ce qu'on imagine de la finance traditionnelle et les microsecondes du trading haute fréquence. On est là pour 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc on a du temps. Et deuxièmement, on a une position actionnariale que n'a pas le fonds ISR qui peut, lui, être dans des démarches de sélection extrêmement intéressantes. Mais on est actionnaire à hauteur de 20%, 30% ou actionnaire majoritaire d'entreprise. Donc si on veut que rien ne se passe, c'est assez simple, il ne se passera rien. Et à l'inverse, si on veut que des choses se passent en matière de RSE, on a un boulevard devant nous. Merci Olivier, c'est une question de volontarisme, on le sait. N'oubliez pas l'appel qu'a lancé Olivier Riom pour participer à la réflexion Banque de France, parce que je crois que c'est vraiment important de faire rentrer ça aussi dans les modèles d'analyse bancaire. Merci d'avoir participé à cette réflexion, dont en conclusion, je vous propose le simple élément, c'est que par rapport à votre remarque, madame, il y a quand même depuis 20 ans plus d'entreprises qui ont intégré dans leur modèle ces éléments-là, et elles ne nous disent pas que ça leur a coûté, elles s'en portent plutôt mieux, et les performantes et celles qui aujourd'hui sont de l'avant, ça on le mesure assez bien, les pionnières sont celles qui ont vraiment un avantage compétitif et un avantage concurrentiel sur ce terrain-là. Donc ça nous rend un tout petit peu optimistes par rapport à l'immensité du travail qui reste à accomplir, et merci à vous tous.